Salut, c'est JC, bienvenue dans ce dernier épisode où je termine ma déco. Ok, j'ai menti. J'ai dit dans l'épisode précédent que t'allais être un pro des LED, mais c'est pas possible. Je t'ai pas encore parlé des LED RGB. N'hésite pas à regarder les épisodes précédents si t'es curieux de voir le reste du bureau, je t'ai mis les liens dans la description. Je vais utiliser des LED RGB analogiques pour éclairer mon panneau et des LED adressables pour apporter un peu de vie à mes masques. Allez, suis-moi, on commence avec le panneau. Je ne vais pas revenir sur la fabrication des panneaux, déjà abordée au début de cette série, mais juste sur quelques détails. Je voulais utiliser la même astuce avec les agrafes, sauf que sur ce ruban de SMD 5050, il y a des connecteurs pour couper le ruban entre chaque LED. C'est pas grave, il suffit d'ajouter du scotch d'électricien avant d'agrafer. J'ai acheté des connecteurs à angle droit avec 4 contacts, 10 connecteurs pour 1€, c'est vraiment pas cher. Ce temps économisé à pas faire les soudures. Idem pour connecter les fils, sur les rubans RGB il faut faire 4 soudures, et j'ai pris des connecteurs qui permettent de relier les fils au ruban sans avoir à faire de soudure. Il y en a 5 pour 2,50€, là pour le coup, c'est pas donné. Mais ça va me faire gagner du temps. Petite astuce, quand tu as un ruban de LED RGB qui fonctionne généralement en 5 volts, à partir d'une certaine longueur, la résistance des pistes n'est pas négligeable, ça va altérer la luminosité des LED. Pour éviter ça, je viens souder le câble d'alimentation au milieu du ruban et non à une des extrémités. Comme ça, les LED vont recevoir le même voltage. Pour relier les fils, j'utilise un domino vissé à l'un des pieds du panneau pour éviter que mes câbles s'arrachent si jamais je tire dessus. Comme j'ai pas encore fabriqué la platine et que je suis impatient de tester mon panneau, je vais utiliser le contrôleur fourni avec le ruban. Pour ça, il faut souder ce type de connecteur. C'est l'heure de faire le grand test. Incroyable. C'est beau. Magnifique. Ça m'aura vraiment pas pris beaucoup de temps, et en plus, je pourrais l'utiliser en attendant de fabriquer mon contrôleur. Hein. Oh. Bah, ça fait plaisir, ça. De la qualité. Bon, bah, cool. Maintenant, faut tout souder. Honnêtement, je sais pas si c'est l'immense puissance de mon ruban qui a oxydé les contacts des connecteurs, ou si c'est juste moi qui ai pas eu de chance. Bref. A few minutes later. Après un faux départ, voilà maintenant un travail de professionnel. Pour modifier les masques, je vais utiliser des LED adressables, et comme elles ne fonctionnent pas du tout de la même façon que les LED RGB analogiques, une petite explication s'impose. Une LED RGB classique, également appelée analogique, possède 4 broches, la cathode, ou le moins, et 3 anodes pour le rouge, le vert et le bleu. Ça c'est ce que j'aimerais dire, mais ça dépend. Un coup c'est le moins, un coup c'est le plus. Bon, on va dire que c'est le commun. Et pour ajuster l'intensité lumineuse, on utilise un... Who's that Pokémon? It's IRFZ 44N. Si on veut piloter indépendamment 10 LED RGB, ça nous fait un fil pour le commun de toutes les LED et 30 fils pour chacune des broches R, G et B. Ça fait pas mal de soudure et surtout notre platine Wimos, elle a que 11 broches utilisables. Alors que sur une LED adressable, il y a aussi 4 broches. Non attends, ne pars pas. Un plus, un moins. Non, je me suis pas trompé, c'est pas une cathode et une anode, c'est un plus et un moins. 2 broches data, une en entrée et une en sortie. Le principe est de connecter la sortie data de la LED précédente dans l'entrée data de la LED suivante. Et ainsi de suite, tout le long du ruban. C'est ce que l'on appelle un réseau en guirlande. L'avantage est qu'il ne faut plus qu'un fil, et ça, peu importe le nombre de LED. En revanche, plus de PWM. Pour discuter avec les LED, il faut utiliser un protocole. Si on reprend l'exemple avec les 10 LED, il faut envoyer les 10 valeurs R, G et B à la première LED, qui consomme ces valeurs et répète les 9 valeurs restantes à la LED suivante. Et ainsi de suite. Avec des LED analogiques, on n'a pas besoin de savoir combien il y a de LED sur le ruban. Avec les LED adressables, on doit savoir combien il y a de LED sur le ruban pour envoyer la bonne quantité de valeurs R, G et B. Mais comment ça fonctionne?
Dans chacun des boîtiers des LED adressables se trouve une puce et un variateur qui va s'occuper d'allumer la LED rouge, verte et bleue à la bonne intensité. Plus besoin de s'embêter à faire une platine, tu peux directement connecter le fil data du ruban sur une des broches de l'ESP. Il faut quand même faire attention à choisir un ruban avec une intensité de fonctionnement compatible. Comme j'utilise un ESP en 3,3 volts, j'ai pris des WS2812B qui fonctionnent à la même tension sur la broche data. La façon de coder les valeurs R, G et B ne change pas en fonction des différents rubans. En revanche, la position des valeurs n'est pas forcément la même. La plupart des rubans sont en GRB, c'est-à-dire que les valeurs sont envoyées dans l'ordre vert, rouge et bleu, mais certains sont en RGB. Le plus simple pour tester ton ruban, c'est d'allumer la LED verte, et si c'est du rouge, c'est que tu as un ruban RGB. Si tu ne trouves pas de WS2812B, tu peux les remplacer par des SK6812 qui utilisent également un protocole GRB et qui fonctionnent avec du 3,3 volts. Elles ont l'avantage d'avoir une partie blanche en plus des couleurs. J'utilise la librairie FastLED et il n'y a pas de magie. Plus il y a de LED sur le ruban et plus ça consomme de RAM. Il faut déclarer un tableau pour stocker les valeurs R, G et B de chacune des LED. Si on prend l'exemple d'un Arduino, il y a 2 kilo-octets de RAM et ça fait 3 octets par LED. On pourra donc piloter un maximum de 680 LED. En vrai, ça va faire moins parce que tu auras besoin forcément de RAM pour déclarer des boucles, charger la librairie FastLED, donc ça fera pas 680 LED. Assez de théorie, passons à la pratique. Comme tu peux le voir derrière moi, j'ai légèrement modifié mes masques. Le masque d'Inari est en plastique opaque et celui de Anya est en poterie. En revanche, celui du Tengu est transparent, ce qui a pour effet d'éclairer l'intégralité du masque et pas uniquement les yeux. Je vais devoir retourner au Japon pour en acheter un autre. Je vais commencer par le masque d'Inari où il y a uniquement les yeux à faire cligner. Tu te rappelles de l'astuce pour diffuser correctement la lumière? C'est d'utiliser la feuille à 10 balles. Coupe un morceau de cette feuille spécialement prévu pour une diffusion incroyable de la lumière. Place ces morceaux de scotch double face de chaque côté des yeux pour ne pas abîmer le masque. Retire délicatement le film protecteur avec un petit tournevis et positionne la feuille devant les yeux. Il faut maintenant fixer les LED à 3 ou 4 cm du diffuseur et pour ça j'utilise un morceau de carton. L'avantage d'utiliser des LED adressables, c'est que j'ai un choix illimité de séquences possibles. Je peux faire cligner un œil, les deux, dans 2 couleurs différentes, bref. Comme je ne sais pas encore ce que je veux faire, ça me permet d'y réfléchir plus tard. Dans un premier temps, je fixe le ruban sur le morceau de carton. Je fais des trous pour pouvoir passer des serre-câbles pour que tout tienne bien. Je soude un câble à mon ruban. Pour l'instant, je ne sais pas encore où je vais fixer le masque, alors je prends une longueur de câble suffisamment longue pour qu'il puisse ressortir derrière le masque. Pour être sûr que rien ne bouge, je mets un peu de colle. J'ai très envie de vérifier le ruban avant de le coller dans le masque, et pour ça j'ai fait une platine pour tester. Je visse les câbles, le ruban fonctionne. Maintenant, il faut voir ce que ça rend dans le masque. J'ai fait des encoches dans le carton pour le fixer avec les nœuds de l'élastique, et ça tient pas super. Du coup, je vais le faire tenir avec du scotch double face. Il faut ajuster la dimension du carton pour que ça rentre parfaitement dans le masque. Maintenant que tout est en place, je te laisse apprécier le rendu. J'enchaîne avec le masque de Anya. Celui-là est un peu plus complexe puisqu'il y a l'animation de respiration à faire au niveau de la bouche, en plus des yeux. Même technique qu'avec le masque précédent, je découpe un morceau de carton qui va me permettre de tenir les LED à 4 cm. Il vaut mieux ne pas trop couper du premier coup. Je présente plusieurs fois pour ajuster. Cette opération est un peu délicate et va dicter la qualité du rendu. Il faut s'assurer que le carton rentre correctement à l'intérieur du masque et qu'il soit à la bonne distance. Je fais mes repères pour les yeux et la bouche sur le carton pour savoir où coller le ruban de LED. Je place du double face pour tenir la feuille de papier qui va permettre de diffuser la lumière. Le vendeur m'a dit que ce masque aurait appartenu à un ancien samouraï. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn.
Bon, on va se calmer là. C'est qu'un masque avec des LED, hein. J'ai embauché un stagiaire au montage, ça part en sucette. Ce montage des professionnels. En plus, il m'a piqué ma chaise. Bref, maintenant qu'on a le carton et le diffuseur, il faut fixer les LED adressables. Je commence par les yeux. Je fabrique une petite épaisseur au niveau de la bouche pour compenser la forme allongée de la mâchoire. Je dénude les câbles et je fais mes soudures. Et voilà l'intérieur fini. Bon, ok, je suis d'accord, c'est pas impressionnant de suite. J'ai fait mes tests hors caméra et ça fonctionne pas. J'ai oublié de préciser, mais une des particularités des LED adressables, c'est qu'elles ont un sens. Sur chaque ruban, tu peux voir une flèche qui indique le sens de circulation de l'information et il faut souder les câbles au début et à la fin de chaque ruban. J'ai fait comme avec un ruban de LED analogique, j'ai soudé au milieu. Ce qui veut dire que la LED située avant ne s'allume pas, et idem pour le ruban au niveau de la bouche. Je soude le câble de sortie au début du ruban, et je les refais à la fin du ruban. Premier ruban, ok. Et je positionne mes câbles au début du deuxième ruban. Deuxième ruban, ok. Pour le coup, j'avais vraiment cru que les LED étaient HS. Moralité, il faut toujours tester à intervalles réguliers. Comme le masque est en poterie, il est plus lourd que le masque d'Inari et j'ai peur que la ficelle ne tienne pas le coup. Il va falloir que je bricole un support en bois pour le faire tenir. Je procède aux différents ajustements. Maintenant que la planche a la bonne dimension, pour m'assurer que les LED ne bougent pas à l'intérieur du masque, je vais découper des morceaux de bois qui vont venir appuyer sur le carton. Je fixe les morceaux de bois à ma planche de contreplaqué et en plus ça va me permettre d'utiliser des vis pour faire tenir le support au masque. Les vis sont un peu trop visibles à mon goût, je vais utiliser un peu de bombe noire pour les dissimuler. Pas beaucoup mieux. Je dois ajouter un trou pour pouvoir laisser passer les fils. Je trouve que ça manque un peu de rétroéclairage et je vais profiter du support en bois pour venir fixer un ruban analogique tout autour. Ça donnera l'impression que le masque flotte. Pour ça, j'utilise une chute de ruban de SMD 5050 qui me reste du panneau acoustique. Ce coup-ci, j'ai le droit de souder les fils au milieu du ruban, hein. Comme je ne fais pas confiance à la colle de ce ruban, je vais utiliser de la colle chaude. Pour que le fil soit invisible, je le fais passer par-dessous le support, et voilà le travail. Maintenant que les masses sont terminées, on va passer à la carte mère. Je t'épargne la phase de peinture, j'ai masqué quelques composants pour laisser la couleur d'origine avant de bomber l'intégralité de la carte mère. Je vais fabriquer un cadre qui va me permettre de coller un ruban de LED tout autour. Je commence par prendre les dimensions, je coupe des tasseaux que je vais agrafer, c'est plus rapide et suffisamment solide. Pour ajouter un peu de style, j'ai coupé une nappe IDE que je rabats sous le cadre. Pour fixer correctement mon cadre, je dois faire quelques trous pour passer des vis. Et pour plus de discrétion, je repasse un petit coup de bombe de peinture. Je prends la mesure pour le ruban et je coupe. Comme pour le masque, je vais venir coller le ruban avec de la colle chaude. Je prépare mon ruban. Je t'en ai pas parlé pour les masques, j'ai utilisé un câble qui contient 4 fils. C'est du 0,32 mm², t'en as 30 mètres pour 30 €, c'est pratique. Une fois la soudure terminée, je vais venir tester. Je dévisse légèrement le cadre pour pouvoir passer mon câble par-dessous. Je mets un petit peu de colle chaude sur mes soudures et quand on n'est jamais trop prudent, je refais un petit check pour voir si les soudures n'ont pas bougé. Comme sur la carte, il n'y a rien qui va clignoter. Je trouve ça un peu triste, donc je vais venir rajouter des LED. Je positionne mes LED. Et je retourne la carte pour les fixer à la colle chaude. Je soude toutes les anodes ensemble. Puis chacune des cathodes. Et enfin, j'ajoute une résistance côté cathode pour ne pas mes LED.
j'ai décidé d'ajouter un deuxième disque avec une nappe SATA. Ça permettra de créer une certaine symétrie. Il ne me reste plus qu'à dévisser le boîtier du disque dur pour qu'on puisse voir la mécanique interne. Ce contrôleur devra gérer les LED RGB analogiques qui sont sur le panneau, les animations des masques et celles de la carte mère. Pour la gestion des LED RGB, c'est exactement le même montage que la platine de l'épisode précédent, et pour ça, il nous faut 3 résistances, 3... Oh, mais ce sont des transistors IRZF44N, un ESP8266, des headers, un PCB, des borniers pour relayer l'alimentation et les différents rubans. J'ai déjà un programme maison qui me permet de gérer des LED RGB analogiques avec un ESP8266, mais il gère pas les LED adressables. Pour garder les choses simples, je vais séparer les rôles. L'ESP va s'occuper des LED RGB analogiques et de la partie Wi-Fi, et je vais ajouter un Arduino micro par porte pour gérer les animations des masques et de la carte mère. Si jamais j'ai envie de changer l'une des animations, soit des masques, soit de la carte mère, bah j'aurai juste un Arduino à reprogrammer. Ça va faire 2 borniers pour l'alimentation, 4 pour les LED RGB analogiques, et 1 pour chaque Arduino micro. Donc 8 borniers au minimum, mais je vais en rajouter plus si jamais j'ai des besoins futurs. Trêve de grivoiserie, let's go souder tout ça. Je te laisse apprécier ma technique incroyable pour reproduire les pistes avec une chute de câble réseau. Ce sont des câbles de catégorie 6 rigides. Je commence par le côté bornier et ensuite je lui fais prendre des virages avec un petit tournevis plat pour rejoindre une des broches de l'ESP. Quand je passe proche d'une autre piste, je n'hésite pas à gratter avec le tournevis pour m'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit, mais le mieux c'est de vérifier avec le testeur de continuité. Bon, laisse-moi t'expliquer tout ça. On a d'abord les bornes 5V et GND pour l'alimentation, le condensateur de lissage, et plusieurs bornes 5V et GND pour les différents rubans parce que j'ai pas envie d'utiliser des bornes Vago, ça va pas faire joli. Les transistors pour les rubans RGB sur D5, D6 et D7, et 4 entrées-sorties pour les LED adressables ou des boutons. J'ai besoin de 2 sorties pour les masques et la carte mère, mais j'en rajoute un peu plus si jamais j'ai envie d'ajouter des boutons pour par exemple allumer ou éteindre, ou changer d'animation, ou rajouter mon masque de Tengu. Je vais t'épargner le calcul de la consommation, le tout consomme 200 watts, mais comme j'ai une alimentation de 400 watts qui traîne, je vais la récupérer, je vais pas racheter une alimentation pour économiser quelques euros. J'ai utilisé un ruban de WS2812B pour 12 euros, un ESP8266 pour 2 euros, des borniers pour visser les rubans de LED et les fils de l'alimentation, 3 transistors pour 60 centimes, les résistances t'en as 300 pour 2 euros, il en faut 3, une par transistor. Je vais fixer l'alimentation et la platine sur une planche de bois, ce sera plus simple pour la suite. Pour la platine, j'aime bien utiliser des spacers pour laisser un flux d'air sous le PCB. Je fixe l'alimentation et je raccorde électriquement la platine aux 5V. Il me reste plus qu'à faire les 2 platines pour les Arduino qui vont s'occuper des animations des portes. J'utilise des headers pour fixer mon Arduino comme d'habitude. Si jamais je veux modifier les animations, j'ai juste à le retirer de la platine, j'ai pas besoin de démonter les portes. Je soude une broche sur 2 pour ne pas me prendre la tête, et je balise les broches à la Dymo pour ne pas oublier. L'objectif ici c'est de fabriquer des portes de la même dimension que mes portes Ikea qui coûtent 30 euros.
Oui, mes 2 bouts de bois, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte pas 60 balles, quoi. J'utilise ma fidèle scie plongeante pour transformer ces bouts de bois en porte Ikea. Pour que l'ouverture soit plus simple, je décide de faire une coupe à 45 degrés pour pouvoir passer les doigts sous la porte. Mes morceaux de bois ne sont évidemment pas lisses. Je vais donc les poncer. Si je veux avoir un rendu correct, il faut également que je rebouche certains trous à la pâte à bois. Et évidemment, il faut répéter ces étapes en boucle. C'est parti! Maintenant que les portes sont faites, je vais pouvoir tout fixer dessus. Je fais un trou pour passer les câbles de la carte mère. L'espace entre les étagères et la porte ne permet pas de passer un câble. Je vais donc devoir faire une rainure pour ramener les câbles vers l'intérieur du meuble. Je la fixe. Pour les disques, je fais un patron pour ne pas me planter sur l'emplacement des trous. J'utilise des vis à bois pour les faire tenir. Incroyable, avec une visseuse à choc, tout passe. Je passe au deuxième disque. Je desserre légèrement la carte mère pour passer le câble SATA. Voilà ce que ça donne de près. Il faut maintenant ramener les câbles. Je fais un insert à la défonceuse pour fixer la platine avec l'Arduino. Désolé, le téléphone n'a pas fait le focus. Il ne me reste plus qu'à faire les branchements. Ce côté-là est terminé, on passe à l'autre côté. Je positionne mes masques pour prendre les mesures. Je fais un trou à la perceuse pour pouvoir passer la ficelle du masque d'Inari. Idem pour celui du Tengu. Je la fais tenir avec une vis et une rondelle. Mais j'ajoute quand même plusieurs morceaux de scotch pour être sûr que rien ne bouge. Il me reste celui d'Anya qu'il faut que je centre correctement. Pour ça, je fais ressortir légèrement mes vis pour que le support du masque se plante. Et quand je suis satisfait de la position, je termine le vissage. Comme sur l'autre porte, il faut faire une rainure pour passer les câbles et prévoir un espace pour la platine avec l'Arduino. Maintenant que je connais la longueur nécessaire, je peux rallonger les câbles. Pour accorder les câbles, j'utilise un domino que je peux visser à la porte, comme ça je suis sûr que tout va tenir en place. Et je suis vraiment certain que tout va tenir en place parce que, en plus de ça, je vais utiliser de la colle chaude. J'ai pas envie d'entendre les câbles se balancer à chaque fois que j'ouvre la porte un peu trop vite. Il ne me reste plus qu'à imprimer les étiquettes pour le mois du futur, qui sera content quand il voudra modifier le masque du Tengu. Maintenant que les portes sont prêtes, direction le bureau. Je commence par la platine au-dessus du meuble. Je passe les fils qui vont me servir d'alimentation 5 volts pour les masques, la carte mère et les Arduino. Je prends du 0,75 mm parce que j'ai ça qui traîne. Avec du 0,75 on peut faire passer 1300 watts, donc c'est pas 9 pauvres LED et 2 Arduino qui vont faire chauffer le fil. Et le 0,32 mm que j'ai utilisé pour le panneau RGB, ça peut faire passer 300 watts et le panneau a besoin de 60 watts. Oui, ça va pas prendre feu de suite. Bon, après il faut fixer les portes, raccorder les câbles et tester que ça ferme correctement sans pincer les fils ou faire tomber les masques. Ah non, faut pas que ça tombe. J'utilise des fixations pour serre-câbles, histoire de ne pas avoir les câbles partout dans le meuble. Maintenant que tout est raccordé à l'intérieur, il faut faire la même chose au niveau de la platine. J'ajoute une goulotte pour le câble du panneau. Que tu ne sois pas distrait pendant mes explications par un fil noir qui pendrait derrière moi. Je t'ai mis un exemple de code dans la description pour les Arduino.
celui des masques utilise la librairie FastLED, et pour la carte mère, j'ai fait un petit algorithme aléatoire pour simuler une activité. Et voilà le rendu. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, c'est quand même incroyable. Cette trilogie a commencé pour fêter les 250 abonnés. Vous êtes plus de 600 et je voulais vous remercier, c'est un super cadeau pour 2025. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger. Bon ok, tu peux t'abonner et mettre un pouce si tu veux. Je te laisse un peu admirer la déco et je te dis à la prochaine vidéo.